Dans le roman Mange, prie, aime, Elisabeth a tout pour être heureuse. Son quotidien bat son plein, mais elle se sent vide. Pas d'émotion, pas d'envie, pas de vie, de vraie vie. Puis un jour, elle quitte son mari et décide de parcourir le monde. Au fil de ses pérégrinations, elle parvient enfin à incarner son être et trouver un sens à son destin. Anaïs, elle, vivait de sa passion, l'équitation. Les chevaux étaient toute sa vie, mais il peinait à la remplir. Un jour, elle rencontre Esteban. Un déclic, pense-t-elle, un partenaire pour se sentir enfin pleine et entière. Anaïs place alors tous ses espoirs dans cette nouvelle relation. Tous ses espoirs et tout son argent. Vous écoutez Transfert épisode 139, produit et réalisé par Slate.fr. L'histoire d'Anaïs a été recueillie par Anthony Lesme. À l'âge de 15 ans, mes parents m'envoient en stage d'équitation pendant les vacances d'été. Et je suis totalement passionnée d'équitation. Le cheval, pour moi, est un animal dont je rêve la nuit parce que, comme j'ai eu une enfance un petit peu compliquée, je me disais, mais finalement, cet animal, je monte sur lui et il m'emmène, quoi. Voilà, et il m'emmène loin. Dès que c'est possible et dès que ma profession me le permet, j'achète une maison pour pouvoir avoir des chevaux chez moi et pratiquer l'équitation en concours à haut niveau. Donc, je rassemble au même endroit ma société et mes chevaux. Je comprends aussi assez vite que cet écosystème que j'ai créé m'enferme un petit peu parce que si je veux, j'ai la possibilité de ne plus sortir de chez moi puisque je ne sors plus de chez moi pour travailler et je ne sors plus de chez moi non plus pour pratiquer ma passion. Je suis dans l'inquiétude de ne pas pouvoir rencontrer quelqu'un parce que je suis à l'âge où il est normal de vouloir se projeter pour construire. Des amis me font rentrer en contact avec un homme qui s'appelle Esteban et il me contacte sur Facebook puisque je suis à la recherche d'un sponsor pour un de mes chevaux. On s'appelle et assez vite on décide de se rencontrer. Lorsque je vais le chercher à la gare, on déjeune ensemble, on échange, on passe une journée, donc je lui montre mes chevaux, l'endroit où j'habite. Et lui me dit avoir un rendez-vous dans l'après-midi. Donc je le dépose à nouveau à son rendez-vous dans l'après-midi. Et puis il repart. Mais finalement, j'allais dire, je suis un petit peu ferrée, quoi, comme on dirait à la pêche, en fait. Ensuite, on poursuit ses contacts par téléphone très régulièrement, plusieurs fois par jour. Et donc, en fonction de son planning, c'est-à-dire que lui m'explique à ce moment-là qu'il était pilote de jet privé à Dubaï et que pour des raisons de santé, il a décidé de prendre une année sabbatique et que pour cela, il a besoin de rester en France parce qu'il est suivi. Il a un suivi médical en France. Alors lui me dit avoir des chevaux de son côté, qu'il a confié aussi à des cavaliers et que donc il a besoin d'avoir et envie d'avoir du temps pour lui à ce moment-là. Ce projet finalement d'année sabbatique qu'il a paraît tomber à pic puisqu'il coïncide avec notre rencontre. C'est à ce moment-là qu'il me dit « Mais si tu es d'accord, moi je vais venir passer quelques jours chez toi pour voir comment les choses se passent et si il est susceptible pour nous de faire des projets ensemble. » Fin 2009, Esteban arrive chez moi avec simplement un sac et en fait tout de suite il me montre des enveloppes dans lesquelles il me dit écoute, il y a des billets d'avion, on va partir un week-end à Londres et puis là j'ai des papiers, etc. dans ces enveloppes qu'il laisse en évidence sur un buffet que j'ai à l'entrée de chez moi. Et en fait, la première nuit, je me réveille et je le trouve complètement réveillé, mais en plein milieu de la nuit. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu dors pas, etc. Et là, il est dans une colère noire. Et il me dit, tu plaisantes, j'espère, etc. Et je lui dis, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Et lui me dit, viens voir. Et donc, on descend. Et comme c'était l'hiver, j'avais une cheminée et un poêle à bois. Et il me montre un morceau de carte de crédit brûlée, mais il n'en reste qu'un coin, quoi. Je ne comprends pas. Et lui m'explique que dans une phase de somnambulisme, j'aurais mis toutes ces enveloppes, ces fameuses enveloppes, dans le poêle à bois. Et ces enveloppes contenaient de l'espèce, une somme relativement importante,
ses papiers d'identité, ses fameux billets d'avion, carte bleue, etc. Donc lui m'explique qu'il se retrouve par ma faute, sans aucun moyen de subsistance, sans papier d'identité, sans rien. Je culpabilise beaucoup de le savoir totalement démuni par ma faute. Et il ajoute, tu m'as même dit, mon code de carte bleue professionnelle, c'est 6221. Et il s'avère que c'est ça. C'est le bon code de carte bleue. Donc, ce détail me fait totalement accorder un crédit total à ce qu'il me dit, parce qu'on ne donne pas son code de carte bleue comme ça. Et donc, je me sens totalement l'obligation de pallier à ces difficultés dans lesquelles je l'ai mis. Je lui laisse une carte bleue avec un code et je subviens pendant cette période de 10 jours à peu près où on vit ensemble. Je subviens à l'ensemble des besoins. Quand on va au restaurant, je paye, etc. Parce que il est totalement démuni à cause de moi. Il revient pour Noël et dans les jours qui suivent, donc effectivement, il s'installe complètement dans mon environnement. J'ai 2 voitures à l'époque, donc il a les clés de mon véhicule qu'il utilise régulièrement, il a ma carte bancaire, il va faire les courses. Il s'intègre complètement dans cet environnement dans lequel je vis. Tout début janvier, par contre, il m'annonce que ses résultats médicaux sont mauvais et que son cancer, donc il avait un cancer de la thyroïde. Enfin, un cancer de la thyroïde, c'est quelque chose qui se soigne de manière assez courante. Mais il m'explique à ce moment-là qu'il est dans une phase de récidive et que donc il doit se rendre à Lyon pour recevoir des soins médicaux. Donc effectivement, bien sûr, je lui paye son billet de train pour aller se faire soigner. Je me retrouve dans un ressenti pas de dépendance, mais de loyauté et de fidélité totale, parce que il est inenvisageable pour moi d'abandonner quelqu'un qui est malade. Donc notre relation, qui finalement s'annonçait sous des jours plutôt heureux, prend une tournure un petit peu plus grave. Il y a comme une sorte de karma. Je me dis, voilà, ça c'est mon destin, c'est celui-là, c'est de l'accompagner dans cette épreuve de la vie. Et donc c'est ce que je fais, c'est la décision que je prends à ce moment-là. Alors, un jour où Esteban était à la maison, on est chacun dans notre quotidien et je reçois par courrier une enveloppe très épaisse que j'ouvre. Je prends connaissance d'échanges, de copies d'écran, de SMS et d'échanges Facebook entre une jeune femme et Esteban. Et il y a une lettre que je lis en travers de cette jeune femme qui m'explique qu'elle a une relation depuis plusieurs années avec Esteban. Et que Esteban lui dit qu'elle est sa femme, qu'ils ont des projets d'avenir en commun, etc. Et qu'elle a connaissance de mon existence et elle m'alerte sur le fait que je suis en train peut-être de vivre la même chose qu'elle. Cette personne, c'est quelqu'un dont j'avais déjà entendu parler. Je la vois sur le profil Facebook d'Esteban, je la vois dans ses contacts. Et cette enveloppe disparaît, je la pose chez moi et cette enveloppe disparaît aussitôt. Quand je demande à Esteban ce que cette enveloppe est devenue, il me dit qu'il l'a brûlée. À chaque fois que j'en parle à Esteban, lui me demande si je n'ai que ça comme problème, que lui est malade, que à cause de moi, il n'a plus de moyens de subsistance. Donc effectivement, lui me ramène à des priorités qui sont essentiellement les siennes. Et à nouveau, je culpabilise à ce moment-là de lui occasionner du souci supplémentaire pour quelque chose d'aussi futile, alors que lui a une maladie grave et se trouve dans une situation administrative de grande précarité par ma faute. Fin 2009, à peu près à la période où je rencontre Esteban, j'ai un très gros client en fait. Le fait d'être chef d'entreprise à 28 ans, je commets une erreur de jeunesse qui consiste à racheter une société qui a un gros client. Et fin 2009, ce client m'explique qu'il se réorganise et qu'il va progressivement baisser le chiffre d'affaires qu'il représente pour moi. Et effectivement, en parallèle, j'ai cette charge financière, entre guillemets, que représente Esteban, puisque par ma faute, il n'a plus de moyens de subsistance et du fait de l'aggravation de son état de santé,
il est coincé en France. Alors lui, il m'explique qu'effectivement, il a de grosses sommes d'argent qui sont bloquées à Dubaï et que dès qu'il pourra y avoir accès, nous n'aurons plus de problème d'argent. C'est-à-dire qu'effectivement, en parlant de ça, il balaye complètement la problématique que peut représenter ma société, qui à l'époque faisait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Lui, il me parle de millions. Et lui se veut très rassurant sur ça. C'est-à-dire que lui m'explique que ça va me permettre de retrouver de la sérénité. Dès que sa situation médicale le permettra, il s'occupera de faire en sorte de transférer cet argent ou de se rendre à Dubaï pour pouvoir avoir accès à ces fonds et qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de problème. À tel point qu'on visite des maisons beaucoup plus grandes avec forcément un projet d'écurie de très haut niveau. Lui me projette sur un mas énorme, avec le double de surface. Enfin, il fait sauter une sorte de blocage chez moi qui me faisait être extrêmement prudente sur la gestion de l'argent parce que je voyais la situation qui empirait et je voyais mes économies s'amenuiser de jour en jour. Et lui m'explique que il faut profiter de la vie, on ne sait pas de quoi demain sera fait, il est possible d'être malade, la preuve, etc. Donc, il me met dans une démarche effectivement de projection vers quelque chose d'extrêmement facile et on se met à faire les magasins, il s'achète des vêtements de luxe, des chaussures de luxe, en me disant mais il n'y a pas de problème d'argent. En fait, les problèmes d'argent que tu évoques n'existent pas. À cette époque-là, lorsque la société commence également à avoir des problèmes de trésorerie, il m'accompagne chez le banquier pour rassurer mon conseiller financier, qui est le directeur de l'agence en l'occurrence, en lui disant qu'il va y avoir des grosses sommes d'argent qui vont arriver et que donc il n'y a pas de problématique. Mais il est réellement dans cette démarche de me projeter sur un après où cette problématique n'existera plus. Sauf que, à un moment, en avril 2011, ma société se retrouve en cessation des paiements et je me trouve dans l'obligation d'aller déclarer cette cessation des paiements au tribunal de commerce. Je suis juriste de formation, donc j'ai une pleine conscience de la situation. Et donc, je vais au tribunal de commerce où l'on m'encourage également à me déclarer en cessation des paiements, y compris à titre personnel. Et je n'ai plus du tout d'argent. Esteban est toujours là, il est toujours présent, mais toujours en pointillé, c'est-à-dire sur des phases, sur quelques jours, et puis il s'absente, il revient quelques jours, et puis il s'absente. On est toujours sur un contact qui est complètement cohérent. Je n'étais pas joignable parce que j'étais en soins. Je suis dans telle unité de tel hôpital à Lyon. J'évoque cette anxiété, cette angoisse dans laquelle je me trouve. Mais en fait, cette angoisse, finalement, je la connais bien parce que je l'ai toujours vécue. C'est-à-dire que j'ai une enfance un petit peu particulière. J'ai une mère martiniquaise. Donc, mon père est métropolitain. Et je suis l'aînée d'un couple un peu atypique, c'est-à-dire que ma mère n'était pas réellement motivée par la maternité. Et par contre, ma mère est très attachée à ce moment-là à un statut social. Elle épouse un architecte qui a à l'époque de la réussite. Ils habitent dans le 7e arrondissement de Paris. Enfin, voilà. Donc, socialement, avoir un enfant, c'est bien. Ma mère vit la nuit, dort le jour, donc ne travaille pas. Avec tout ça en filigrane, une violence physique importante. Parce que à la Martinique, c'est culturel à cette époque-là de frapper les enfants. Voilà. Où est le problème? Voilà. Par contre, il y a une connotation un tout petit peu différente à l'âge de 4 ans. Mon père, qui avait à l'époque un bureau à Tahiti, mon père m'emmène à Tahiti avec lui pour un mois. Et quand je reviens, je fais un caprice pour dormir avec mon père, parce que ça faisait un mois que je ne vivais qu'avec mon père. Et ma mère, à ce moment-là, m'accuse de me positionner comme une rivale par rapport à elle. C'est-à-dire que ma mère projette sur un enfant de 4 ans le fait de vouloir éventuellement devenir la maîtresse de son mari. Et cet enfant de 4 ans, c'est sa propre fille.
Et donc, à partir de là, nos relations sont complètement perverties. Et ma mère n'a de cesse que de me presser au quotidien, de me rabaisser. Et en fait, à l'âge de 10 ans, on habite un immeuble haussmannien, donc dans le 7e arrondissement de Paris. À l'âge de 10 ans, mes parents aménagent une chambre de bonne pour moi. Et en fait, cette chambre, c'était à la fois mon refuge et une cellule, mais presque une cellule de prison. Parce que très souvent, je me suis dit finalement, il n'y a que 2 façons de sortir d'ici. La porte ou la fenêtre. J'ai souvent fait le constat que je n'avais pas le courage de le faire. Et moi, je l'ai vécu à ce moment-là comme de la lâcheté. Alors qu'en fait, je pense que c'est plutôt un instinct de survie, d'une certaine façon. Et donc, je vis donc la violence physique à coups de martinet, de ceinture, de bâton. Je vis la séquestration à certains moments. Je suis enfermée dans ma chambre à double tour, etc. Donc, j'ai une mère extrêmement maltraitante, physiquement et psychologiquement. D'ailleurs, pour être sûre de me tenir à distance complètement, elle me vouvoie. Moi, je la tutoie, mais elle me vouvoie. Et ça fait encore écho chez moi parce que, effectivement, je sens chez ma mère en permanence cette absence de barrière, quoi. C'est-à-dire, on ne fait pas ça parce que ça ne se fait pas. Il n'y a pas cette limite. Donc, je la sens capable de tout. Et je me sens totalement à sa merci. Légalement, légitimement, naturellement, je suis sous la garde et sous la protection de la personne qui me fait le plus de mal au monde. Et mon père est totalement défaillant. C'est-à-dire que mon père me console, mais mon père est faible. Mon père ne me protège pas. Je pars de chez mes parents dans des circonstances absolument dramatiques aussi. C'est-à-dire que j'ai 20 ans à ce moment-là. Ma mère menace de me frapper parce que je lui réponds. Et je lui dis, mais à quoi ça va t'avancer de me frapper à nouveau ? Et elle me frappe. Et là, il se passe une chose que j'ai vécue une seule fois dans ma vie. J'ai vu rouge. Totalement rouge. C'est-à-dire que je lui ai sauté dessus. À ce moment-là, je la frappe et je comptais la frapper jusqu'à ce qu'elle arrête de bouger. Mon père nous sépare. Et ma mère dit à ce moment-là qu'elle ne veut plus jamais me voir de sa vie. Mon père m'accompagne dans cette chambre de bonne en haut, appelle mon petit ami de l'époque et lui dit, en parlant de moi, « Je ne peux plus rien faire pour elle, il faut que vous preniez le relais. » Donc là, je vis l'abandon total. Et à 20 ans, je me retrouve un 15 décembre, dehors, sans manteau, parce que mes manteaux sont en bas au 3e étage, donc je n'ai pas eu le temps de prendre de manteau, sans argent, sans rien. Je me retrouve à nouveau dans cette situation dans laquelle je suis avec Esteban, dans ce même ressenti d'insécurité que je connais bien et qui fait que finalement je suis dans un mode un petit peu de survie. Je ne peux que me raccrocher à un avenir meilleur et finalement au projet que lui me propose et me laisse imaginer. Début 2011, la situation est très dégradée. Esteban est finalement très absent. Je me retrouve seule à affronter le quotidien. Je fais de plus en plus de dettes puisque je n'ai plus les moyens de subvenir à mes besoins ou de manière extrêmement faible. Je ne me paye plus sur ma société. Je suis extrêmement abattue. Ce drame de la maladie qui, pour moi, finalement, légitime tout, justifie tout, me fait sombrer, quoi. Voilà, me fait couler totalement. Lorsque je vais déclarer ma société en cessation des paiements, je me retrouve dans une situation dans laquelle beaucoup de chefs d'entreprise, il arrive assez souvent que beaucoup de chefs d'entreprise se suicident. Je subis complètement la situation, mais en même temps, j'essaye le plus possible d'avoir une vie normale. À ce moment-là, Esteban me dit, mais utilisons le chéquier de la société, utilisons le temps que je puisse débloquer mon argent. Et donc, on avait commencé déjà à faire des dépenses personnelles sur la société à son initiative. Et là, je comprends qu'il entre, lui, dans quelque chose qui est beaucoup plus répréhensible, à savoir falsifier des chèques qui étaient destinés à la société, etc.
les rares fois où il est là. Je comprends que je suis dans une situation qui est quasiment irréversible. C'est-à-dire que je comprends, je mesure les conséquences pénales, judiciaires que tout ça peut avoir et je ne vois aucune issue. Je ne vois aucune issue. Quand il est absent, il m'explique que je suis surveillée par d'anciens compagnons à lui. À l'époque où il faisait partie d'une milice ou d'un groupe, une sorte de petite milice privée où il a appris à manipuler des armes, etc. Enfin, où il y avait une sorte de hiérarchie assez forte et où le subalterne est complètement redevable à son supérieur hiérarchique. Et donc, il m'explique que ces personnes viennent de manière aléatoire. Je ne les vois pas, je ne les verrai jamais parce que c'est leur métier de se cacher, etc. Et que ce sont des gens qui sont là pour me surveiller. Mais il exprime ça sous couvert un petit peu de ma sécurité. Mais en même temps, je suis dans cette alerte permanente où quand il y a un peu de vent, un peu de machin, je regarde. Voilà, j'essaye de voir si je ne vois pas quelqu'un. Et puis, je commence également à avoir des choses disparaître chez moi. Des vêtements, un petit peu de marque ou des choses comme ça. Et entre ça et le fait de me savoir ou de me penser surveiller en permanence, plus cette problématique financière dans laquelle je suis et dont je sais que des gens vont venir me demander des comptes, tous ces éléments font que en fait, j'explose en vol un peu parce que je n'arrive plus à distinguer la réalité du fantasme, en fait, de ce qui est auto-suggéré ou voilà. Et à ce moment-là, on est tout à fait fin août. Et donc, je fais une première tentative de suicide parce que je ne vois aucune issue. En l'espace de 15 jours, j'en fais 3. Je me retrouve aux urgences. Une première fois, on me laisse sortir. Une deuxième fois également. Et la troisième fois, j'ai affaire à 2 personnes qui sont, je crois, ou assistantes sociales ou quelque chose comme ça, et qui me disent, écoutez, on ne peut pas vous laisser rentrer chez vous dans cette situation. Est-ce que vous pensez que vous voulez réellement mourir ou que vous appelez au secours? Et finalement, je me disais, mais en fait, c'est les deux. Et en fait, je me retrouve à l'hôpital psychiatrique. Et je me retrouve dans un service dont on m'annonce qu'il est destiné à favoriser la réinsertion des malades psychiatriques qui sont là. Et en fait, il y a des gens qui se jettent du haut de l'escalier en fauteuil roulant dans l'escalier. Enfin, moi, je me retrouve avec quelqu'un avec un énorme trousseau de clés qui ferme la porte derrière moi, qui me prend mon sac à main, mon téléphone portable, qui me met dans une chambre dans laquelle on m'enferme. Je reste dans cet environnement où le matin on vous sort de votre chambre et on vous interdit d'y retourner. On est simplement autour d'une télévision que certains essayent de casser, etc. Enfin, dans un environnement encore plus anxiogène finalement. Et le lundi matin, quand le psychiatre me reçoit enfin, il me dit, ce qui me soulage beaucoup, il me dit, on est bien d'accord que vous n'avez rien à faire ici du tout. Mais il me dit, vous ne pouvez pas retourner chez vous. Donc, qu'est-ce que vous envisagez? Bon. Et là, je lui dis que je suis suivie par un psychiatre qui exerce dans une maison de repos qui est à quelques kilomètres de là et que je souhaiterais pouvoir intégrer cette maison de repos. Au moment où j'intègre cette maison de repos, Esteban est là, il m'accompagne dans cette maison de repos dans laquelle je passe 6 mois. Au cours de mon séjour dans cette maison de repos où je me sens finalement un petit peu à l'abri, je me sens d'autant plus à l'abri qu'Esteban m'explique que je suis recherchée, qu'il y a des huissiers en permanence à ma porte, que la gendarmerie me recherche et que je risque la prison pour avoir fait des dettes. Et donc cette maison de repos, elle me protège un petit peu. Avant de partir dans cette maison de repos, Esteban me fait signer un bail à son nom. Et donc lui est chez moi de manière complètement légitime également. Et je souhaitais à ce moment-là le mettre à l'abri. Cette démarche, je la trouvais importante parce qu'en plus,
Je me disais, lui va continuer à s'occuper de mes chevaux qui restent sur place. Le temps passant, alors je suis à peine quelques kilomètres de chez moi, j'apprends que donc je suis déclarée en faillite personnelle. Je suis condamnée à 15 ans d'interdiction de gérer une société. De la même manière, mon cheval de tête, qui est le cheval qui m'a permis d'avoir les résultats au plus haut niveau, est un cheval que j'avais racheté à un ancien compagnon. Ce cheval, c'était une jument, elle s'appelait Douce Joie. Profitant de la situation ou pas, ça je ne le sais pas et à la limite c'est même pas très grave, lui entame une démarche pour récupérer ce cheval. Et donc Esteban m'apprend un jour que ce cheval a été récupéré par un huissier de justice pour être restitué à son précédent propriétaire. Là, je comprends que c'est la fin d'une partie de ma vie en fait. Et ça, c'est lourd. Je suis à ce moment-là dans une détresse telle qu'en fait, je me recentre uniquement sur moi et sur le fait de rebondir. Voilà, ce ressenti d'insécurité que j'ai toujours eu dans ma vie depuis enfant m'a également donné cette énergie de vie ou de mort quasiment, qui m'a toujours animée. Je suis quelqu'un d'extrêmement dynamique et donc je rebondis toujours. À chaque fois, je rebondis presque parce que ma vie en dépend. Mais là, je ne me vois pas rebondir. Les semaines passent, les mois passent dans cet établissement et le rebond ne vient pas. Je ne parviens pas à me ressaisir et surtout, je ne vois pas quelle option prendre. Je suis en rendez-vous une fois par semaine avec le psychiatre qui me suit et Esteban est là. Et le psychiatre me dit mais vous voyez qu'il y a un avenir, qu'il y a des perspectives, vous voyez qu'il est rassurant parce qu'Esteban parle de son argent, de nos projets, etc. Et par contre, Esteban insiste sur le fait que ma famille est toxique à ce moment-là. Donc je suis coupée de mes parents, de mon frère, etc. Et lui est le référent me concernant pour la clinique. Parfois, j'ai un téléphone portable, parfois je n'en ai pas, parce qu'il arrive que... Et il me dit, mais j'ai besoin de ton téléphone, j'ai cassé le mien, etc. Donc voilà. Et je suis dans une situation de dénuement total, c'est-à-dire que la télévision, pour avoir la télévision dans ma chambre, ça a coûté 90 € par mois. Il fallait payer 30 € tous les 10 jours, et j'avais du mal à les trouver. Mon père et mon frère ont quand même fait une démarche pour m'accompagner. Il y avait des moments où j'avais le droit de sortir et donc ils m'ont accompagnée chez une assistante sociale et j'ai obtenu le RSA, donc 450 € par mois, ce qui me permettait de payer ces fameux 30 € tous les 10 jours. Et puis le reste, finalement, Esteban me le demandait puisque, en fait, quand je ne pouvais pas le lui donner, il rentrait dans une colère énorme parce qu'il me disait « Mais toute cette merde-là, c'est ta faute, quoi. Cette situation dans laquelle tu es, tu ne la dois qu'à toi. » Et comme il est assez présent à la clinique, il crée aussi du lien avec d'autres pensionnaires que je lui présente et qui sont des personnes avec qui moi j'avais créé du lien au quotidien, avec qui je passais du temps. Et il m'incite à demander de l'aide financière à ces personnes. J'obtiens 1 800 € d'une dame qui m'est très proche aujourd'hui et 200 € d'une autre pensionnaire. J'ai du mal à lui rendre et cette autre pensionnaire me crée des problèmes, quoi. Vient me voir en me disant « Tu m'as escroqué, machin, et pourquoi Esteban me dit que c'est toi qui vas me les rendre ?» et tout ça, enfin... Et en fait, je suis convoquée un jour par le psychiatre qui est responsable de ce service. Et donc, il m'explique qu'il y a des problèmes relationnels au quotidien à la clinique et que je vais devoir partir. Ces problèmes, c'est moi qui les occasionne. Donc, encore une fois, ce sentiment de culpabilité terrible et je me persuade que je suis nocive, toxique pour les autres et que je ne parviens pas à avoir de relations normales avec les gens. Cette patiente qui m'avait prêté 1 800 € venait de sortir 3-4 jours avant. Et en fait, elle m'avait dit « Si tu ne sais pas où aller, viens à la maison. » Et donc là, j'accepte de m'éloigner géographiquement beaucoup. Et j'arrive chez elle et je comprends qu'elle est totalement en roue libre. C'est-à-dire qu'elle n'est plus en mesure de s'occuper de son environnement, de faire le ménage chez elle, de se faire la cuisine, etc. Et en fait, je la prends un petit peu en charge. On vit ensemble, on se soutient mutuellement.
C'est des gens qui étaient dans le dénuement le plus total, qui étaient dans un endroit assez défavorisé et qui me donnent à ce moment-là tout ce dont j'ai besoin pour remettre un peu le pied à l'étrier finalement, si on peut utiliser cette image. Je continue à lui donner de l'argent parce que il y a toujours ce sentiment de culpabilité important et toujours de ma part cette conviction qu'on va faire notre vie ensemble et il entretient ça. Il me parle de projets, toujours de maisons, etc. Donc même loin géographiquement, l'emprise est toujours là. Mais je commence à être contactée par la gendarmerie qui me demande régulièrement de me rendre sur place pour pouvoir être auditionnée, etc. Et je me trouve face à une gendarme, une femme, une enquêtrice, qui commence à me dire « Mais en fait, il n'est pas malade. Il ne l'a jamais été. Il vous dit qu'il a 2 enfants, en fait, il en a 3. » Et elle instille un peu le doute en moi. Je fais le lien avec différents signaux que j'avais choisi d'ignorer à ce moment-là. Et je décide un jour, de me rendre compte par moi-même. Voilà, d'aller sur place. Il faut que j'en ai le cœur net. On est décembre 2014 et je décide de me rendre chez moi. Quand j'arrive chez moi, le portail qui est un portail automatique normalement est cassé, donc je pousse le portail, je rentre à la voiture. Je m'approche de la baie vitrée du salon et je vois 3 enfants. Je tambourine de manière un peu, pour qu'on m'ouvre. Et ces enfants m'ouvrent. Il y a un adolescent, un enfant qui paraît avoir 12 ans et un enfant plus petit qui tout de suite me dit « Moi, j'ai 4 ans. » Et en fait, c'est lui qui me fait prendre conscience de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, 4 ans, moi, ça fait 5 ans que je suis dans cette situation d'emprise. Donc, je comprends qu'il est né après. Et je comprends qu'il n'y a pas 2 enfants, mais qu'il y en a 3. Et que donc, peut-être que tout le reste est faux également. Et là, je m'aperçois qu'en fait, cette famille vit chez moi, mais vit dans mes affaires. Donc, je fais le tour de la maison. Je vois une paire de lunettes de soleil qui m'appartient, un manteau qui m'appartient. C'est-à-dire, je comprends que cette famille vit non seulement dans mes meubles, dans mes objets, mais cette femme, la maman de ces enfants, vit dans mes vêtements. Je comprends qu'elle porte mes vêtements, etc. Et donc, je commence à essayer de rassembler le plus d'affaires possible pour tout mettre dans ma voiture. L'aîné a prévenu son père, qui débarque, donc Esteban, qui débarque à fond avec cette femme, qui me passe devant sans me jeter un regard. Et Esteban me saute dessus, me jette par terre, il me tape la tête par terre en me disant « Je vais t'enterrer ». Et là, il me traîne dans l'ancienne écurie. Il m'enferme dans une pièce, mais le verrou est à l'intérieur, donc je peux ouvrir, etc. Donc je me débats, je me déboîte une épaule. Et je parviens à atteindre la voiture. Et donc lui est en train de ressortir toutes les choses que j'ai mises dans ma voiture. Il est en train de les ressortir. Et je parviens à atteindre mon téléphone portable. J'appelle la gendarme que je venais de voir. Et je lui dis, je lui crie, je suis en danger, je suis sur place, il m'agresse, etc. Et là, lui change complètement d'optique et dit, je t'emmène à la gendarmerie. Voilà, je dis, très très bien, etc. Sauf que du coup, il me prend mon téléphone portable, il parle lui à la gendarme et il me met dans le coffre de la voiture. Et en fait, je parviens à rabattre un siège et à arriver dans l'habitacle et arriver sur les places du passager. Et là, j'attrape mon sac à main, je retire la clé du contact et je saute de la voiture en marche. Alors en marche pas très vite, puisque dans un rond-point, on n'est pas non plus... Voilà. Mais j'arrive à sauter avec mon sac à main, la clé de ma voiture, donc la voiture s'immobilise, et je tombe sur un monsieur à qui je demande de l'aide tout de suite. Et ce monsieur lève les mains et secoue la tête d'un air de dire voilà, je ne m'en mêlerai pas, voilà, je n'interviendrai pas. Et en fait, je traverse la rue et je vais me réfugier dans un commerce de fruits et légumes où là, je tombe sur 2 dames qui me disent oui, venez, on va baisser le rideau, etc. Esteban parvient à rentrer dans ce commerce avant que le rideau ne soit totalement baissé. Il violente une des 2 dames. Pendant ce temps, l'autre réussit à appeler la gendarmerie.
Mais la voiture est toujours au milieu de la chaussée. Et en fait, moi, je cherche à regagner cette voiture pour pouvoir au moins la garer sur le côté. Parce qu'il y a des gens qui commencent à klaxonner, etc. Et en fait, à chaque fois que je déverrouille la voiture pour monter côté conducteur, lui monte du côté passager. À chaque fois. Donc, je finis par laisser la voiture là où elle est et attendre que les gendarmes arrivent. Et donc, lui, n'ayant plus de moyens de partir, puisqu'il n'a pas cette voiture, puisque c'est moi qui ai la clé, lui également attend les gendarmes. Les gendarmes l'emmènent tout de suite et me disent de manière très autoritaire de me rendre aux urgences pour faire constater mes blessures par un médecin légiste, parce que je suis complètement éraflée, etc. Bon, ça aurait pu être bien pire, hein, mais enfin, voilà, je suis relativement indemne au vu des circonstances. Et j'ai appelé mon frère à nouveau, qui lui me dit « Écoute, je ne suis pas sur place, mais je vais t'envoyer quelqu'un qui va t'accompagner pour faire toutes ces démarches. » Et me rejoint donc un ami de mon frère qui m'emmène physiquement en voiture, qui me ramène de l'hôpital et qui m'accompagne à la gendarmerie. Et là, à la gendarmerie, je suis entendue par un gendarme qui me reçoit dans un bureau et je vois qu'il y a une boîte en plastique avec des effets personnels, une ceinture, des lacets, un portefeuille, etc. Et je reconnais les affaires d'Esteban. Donc je lui dis ce sont ses affaires et il me dit oui, il est là, il est en cellule chez nous. Et là, un autre gendarme arrive. Alors est-ce que c'est volontaire de la part des gendarmes? Je ne sais pas, mais un autre gendarme arrive et dit il y a sa compagne qui est là à l'accueil et elle vient lui apporter des affaires. Et donc, moi, je m'attendais à voir cette même jeune femme, donc la mère de ces 3 enfants, que j'ai croisée chez moi. Et le gendarme lui dit oui, faites-la entrer. C'est-à-dire, elle reste pas au guichet, elle rentre dans la gendarmerie, derrière, dans le bureau dans lequel je me trouve. Ce gendarme, alors comme un fait exprès, s'absente quelques instants et je me trouve en face d'une jeune femme qui porte dans les bras un bébé d'1 mois ou 2, un tout petit bébé. Je comprends que ce bébé est le sien. Et je lui dis, mais qui est-ce que vous êtes? Et donc, elle me donne son prénom. Et là, très vite, je lui dis, mais vous êtes avec lui depuis combien de temps, etc. Et donc, on comprend, elle et moi, qu'on est dans la même situation. C'est-à-dire qu'on est persuadé d'avoir une relation amoureuse avec le même homme. Certainement que elle, sa relation amoureuse a commencé un tout petit peu après la mienne, mais elle, encore aujourd'hui, est persuadée. Donc, elle a un avenir avec lui. Et d'ailleurs, elle me dit, je vous présente son fils. Et moi, je viens de croiser la mère de ses enfants avec laquelle il est installé chez moi. Et il y a encore quelques heures, je suis moi persuadée d'avoir un avenir avec lui. Et donc là, ces différentes vies qui sont chacune comme dans des bulles différentes, finalement, se télescopent pour éclater. Et ça finit de me convaincre que j'ai affaire à une personnalité extrêmement manipulatrice, malfaisante, malveillante. Et je comprends que j'ai fait l'objet pendant toutes ces années d'une escroquerie, d'une tromperie énorme. Je décide de porter plainte. Je suis loin géographiquement, donc ça me met un petit peu à l'abri. Je reconstruis ma vie, je rencontre mon mari, on se marie, etc. Et tout de suite, je lui explique tout ce que j'ai vécu qui est complètement hors norme. Et comme je suis quelqu'un de très transparent, lui me croit, me fait confiance et décide de m'accompagner et me trouve un avocat auquel je m'en remets totalement, aussi bien pour le volet commercial que pour le volet pénal. Parce que la difficulté, c'est que des gens ont porté plainte contre moi. Des gens ont cru à ce moment-là que l'escroc, c'était moi. Et donc, moi, je porte plainte contre Esteban. Et donc, on se retrouve avec 2 procédures judiciaires en parallèle. Une contre moi et une contre lui, mais dans laquelle on est plusieurs parties civiles. Puisqu'il y a d'autres femmes qui ont vécu cette même situation, qui également ont porté plainte et font l'objet de cette procédure judiciaire. Je comprends qu'Esteban vit à ce moment-là avec au moins 4 ou 5 femmes en même temps. Après la gendarmerie, je décide de repasser chez moi pour voir si je peux récupérer des affaires. Et à ce moment-là, bien sûr, tout le monde est parti, la maison est fermée, donc je ne peux rien récupérer. Je suis avec cet ami de mon frère qui m'accompagne. Et là, mon chien est là. Mon chien qui s'appelle Azote, qui est un Jack Russell. Et ce chien m'approche
de manière extrêmement soumise. Et ce chien, je lui dis va-t'en, va-t'en. Et ce chien ne m'écoute pas. Et en fait, il monte dans la voiture de l'ami de mon frère et il se couche au pied du passager, mais quasiment sous le tableau de bord, dans un langage corporel qui me dit je t'en prie, emmène-moi, quoi. Et en fait, je l'ai emmené. Ce chien a été maltraité sur cette période. Et en fait, sur le moment, c'est tout ce qui me reste de ce morceau de vie. C'est la seule preuve vivante que cette vie, elle a bien existé. Je ne récupère rien d'autre, pas un vêtement, pas un objet, pas un meuble, rien. La procédure judiciaire se déroule et je suis entendue par un juge d'instruction. Mais en fait, je suis entendue par 2 juges d'instruction, c'est-à-dire un dans le cadre d'une procédure dans laquelle je suis partie civile, c'est-à-dire victime, et un autre juge d'instruction qui m'entend comme étant auteur d'une infraction mise en cause. Et la juge d'instruction qui m'entend comme victime me demande à un moment d'estimer mon préjudice. Et sur le moment, en fait, je parle de 200 000 euros parce que je parle de mes économies, des économies de la société, de la valeur de quelques objets, etc. Mais en fait, en travaillant sur le dossier avec mon avocat me fait prendre conscience qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça parce que toutes les dettes de ma société, c'est-à-dire j'avais fait un crédit pour acheter cette société, le crédit de ma maison qui a été saisi et vendu aux enchères, tout ça s'ajoute pour arriver à un montant à peu près d'1 million d'euros. Ce procès a lieu cette année, en 2021, tout à fait fin février. Je n'assiste pas à l'audience. Mon avocat me le déconseille parce qu'à la demande de cette juge d'instruction, je fais une expertise psychologique et on me diagnostique un stress post-traumatique. Donc je n'ai pas assisté à l'audience, mais par contre, d'autres parties civiles y assistent. Et en fait, c'est ces parties civiles qui me tiennent un petit peu au courant. Donc je reçois un coup de fil fin février de cette personne qui avait ce petit bébé, qui est pourtant pas partie à ce procès, mais qui, elle, est en contact avec les autres. C'est elle qui impulse un petit peu ce relationnel entre ces différentes victimes. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup et pour qui j'ai de l'affection, mais qui me rappelle des choses un petit peu compliquées. Et donc, je n'ai de contact avec elle un petit peu que dans ce cadre-là. Et elle m'apprend que Esteban a été condamné à 3 ans ferme. Et sur le moment, ça ne m'évoque rien. Il ne se passe rien chez moi. C'est-à-dire que 3 ans, par rapport à quoi? C'est beaucoup, c'est peu. Si j'envisage les choses de manière complètement émotionnelle, pour moi, il faut qu'il croupisse en prison jusqu'à la fin de ses jours. Mais en même temps, je comprends qu'il faut voir les choses de façon rationnelle et que ça, c'est pas possible parce qu'il n'a tué personne. Mais finalement, est-ce qu'il faut en arriver là pour recevoir une peine conséquente? Et en fait, c'est mon mari qui me dit « Mais tu te rends pas compte, c'est une excellente décision, c'est une sanction extrêmement sévère, etc. » Mon avocat que j'appelle me le confirme. Je lis un article dans La Provence d'une journaliste qui était sur place et qui effectivement souligne le caractère extrêmement sévère de cette peine et des circonstances très particulières de la manipulation, de l'emprise et tout ça. Et je la contacte parce qu'en fait, elle m'apporte un élément important, elle me permet de positionner le curseur. Et donc j'échange avec elle et c'est elle qui me dit que comme il a été condamné pour escroquerie, une infraction financière, en général, pour ce type de fait, on prend du sursis. Parce qu'effectivement, il y a pas d'atteinte à une personne, etc. Enfin, voilà. Et donc, c'est elle qui me permet de réaliser qu'effectivement, la peine est un petit peu exemplaire. Et en plus, elle me précise que, comme c'est du ferme, toutes les condamnations avec sursis qu'il a eu précédemment, vont se cumuler. Parce que bien sûr, la juridiction le connaît très bien, c'est un des piliers du tribunal correctionnel de cet endroit. Et donc, régulièrement, tous les 15 jours, 3 semaines, il a une condamnation. Mais c'est plein de petites condamnations comme ça qui ne sont jamais groupées. C'est-à-dire qu'en France, le système judiciaire permet comme ça d'être un abonné du tribunal correctionnel sans que jamais ne tombe une sanction importante.
Il a été condamné plusieurs fois pour menaces de mort, vol avec violence, usage de faux documents. C'est de la petite délinquance au quotidien, mais ça manifeste un mode de fonctionnement délictueux récurrent. En fait, il n'a pas d'autre mode de fonctionnement. Et je comprends qu'en fait, c'est sa profession. Escroc, c'est sa profession. Escroquer des femmes, c'est son mode de revenu. Concernant son passé et concernant ce qui pourrait expliquer ce mode de fonctionnement, je ne cherche pas forcément d'explication parce qu'en plus, il dissimule tout. C'est-à-dire que ce qu'il m'a dit de son vécu est forcément sujet à un mensonge. Alors le terme de pervers narcissique est utilisé un petit peu à tout bout de champ, mais clairement on est dans cette démarche-là, on est dans ce type de profil-là. Et donc j'ai lu sur ce type de profil et j'ai compris que par rapport à ma personnalité, c'était un profil qui cherchait. Et en fait, ce qui le caractérise surtout et qui caractérise ce type de profil, c'est qu'en fait, il ne connaît pas d'autres moyens de fonctionnement. C'est-à-dire que il n'a pas conscience, il ne fabrique pas ni un rôle, ni quoi que ce soit. Il ne sait pas faire autrement. Ce qui est terrible, c'est que du coup, personne ne peut rien pour lui. Aujourd'hui, je suis toujours fragile. Ça va mieux parce que je me suis stabilisée dans ma vie personnelle. J'allais dire stabilisée également dans ma vie professionnelle. Je sais qu'il y a ça en filigrane, c'est-à-dire je sais que potentiellement, il va y avoir une procédure judiciaire contre moi. J'essaye d'avancer et d'avoir une vie la plus normale possible. Mais j'ai complètement conscience que mon curseur émotionnel n'est pas au même endroit que celui des autres. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'entrée dans le premier confinement, j'ai eu une semaine de panique totale parce qu'en fait, ça m'a renvoyée à cette période où j'ai tout perdu, ma société, ma maison, etc. Et le simple fait de vivre quelque chose qui, même un tant soit peu, peut me faire penser à cette période, réactive des émotions avec la même violence. J'ai le sentiment d'avoir finalement toujours été la seule de ma famille, c'est-à-dire de mon père, ma mère, mon frère et moi, à réussir à m'extirper un petit peu de cette nasse de violence, d'emprise, etc. Et cette indépendance, cette liberté, en fait, m'a beaucoup coûté. Et quand je pensais en être sortie concernant mes parents, finalement, j'y suis retombée concernant Esteban. Aujourd'hui, je comprends que cette énergie de liberté, ce dynamisme-là, ça m'a construite et ça a construit les valeurs et les principes selon lesquels je vis aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis totalement transparente, totalement honnête avec les gens. Je veux continuer à vivre comme ça aujourd'hui, sans me mentir à moi-même, sans mentir aux autres, etc. Donc, de prendre le contre-pied total de ce que j'ai vécu. Eh bien, j'ai réussi à me reconstruire en rencontrant quelqu'un avec qui j'ai été totalement honnête, à qui j'ai tout de suite expliqué ce qui m'était arrivé, qui aurait pu partir en courant. Hein. Et de la même manière, moi, j'ai toujours eu foi en l'humain. C'est-à-dire que ce qui me fait avancer dans la vie, c'est de créer du lien, c'est d'aller vers les autres. Et cette expérience avec Esteban aurait pu condamner totalement ma vie personnelle. C'est pas le cas. Et j'avance au quotidien avec quelqu'un qui est, pareil, très direct et très cash, mais sur des bases extrêmement saines. Je ne vois pas ma vie sans aller vers les autres. Sauf qu'aujourd'hui, quand même, je me fie plus à mon intuition. Ce traumatisme, en fait, me donne quand même une sorte de radar, quoi. Voilà, je ressens un petit peu plus les personnes qui ont ce type de profil. Et en général, je m'en écarte le plus rapidement possible.
Vous venez d'écouter Transfert épisode 139. Cet épisode est signé Anthony Lesme. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Dombrance. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.